Donc je vous propose dans cette capsule de revenir sur un élément qu'on a déjà vu grâce à une capsule de Jackie. Donc on est toujours dans le chapitre 2 sur les mécanismes de diversification des êtres vivants. On va donc voir comment la modification de l'expression du génome peut permettre une diversification des êtres vivants grâce donc à ces gènes de développement. Ces gènes de développement qui sont disposés de façon linéaire sur un chromosome 3 chez la drosophile et sur plusieurs chromosomes dans l'espèce, chez les mammifères et notamment ici chez la souris. On a à peu près la même disposition, chez l'homme on a à peu près les mêmes gènes. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir effectivement que lorsqu'on fait une comparaison de séquences nucléotidiques par anagène par exemple, eh bien on a une grande proximité, une grande similarité, en tout cas largement supérieure à 20%, qui fait dire qu'évidemment il dérive de gènes ancestraux qui sont communs. Les gènes de développement vont déterminer la mise en place des organes. Ils vont permettre donc aux organes de se disposer selon l'axe antéro-postérieur, que ce soit donc chez les insectes ou chez les mammifères. Comme vous l'avez vu en TP, donc une modification de l'expression du gène de développement peut entraîner des modifications très importantes de la morphologie. On a notamment surexprimé le gène OX6 chez la souris, donc une souris avec son squelette ici normal, vu en radio, avec donc des côtes disposées au niveau thoracique. Si on fait une expression de OX6 sur l'ensemble de l'organisme, l'ensemble des vertèbres, on obtient donc des côtes présentes sur tout le corps, sur tout le long de la colonne vertébrale. Ces mutations homéotiques qui permet d'expliquer facilement l'origine, par exemple, ici des serpents, qui ne sont pas de la même famille, qui ne sont évidemment pas des mammifères, qui sont des reptiles, mais on peut comprendre qu'à partir d'une mutation qui aurait affecté un ancêtre des reptiles, type proche des lézards par exemple, avec des côtes juste sur la partie thoracique, on pourrait obtenir un animal avec des côtes réparties sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Autre type de mutation, donc on va qualifier de mutation homéotique, c'est-à-dire qui permet de remplacer, de mettre des organes à la place, à l'endroit où ils ne devraient pas être. Bien ici, donc une mutation homéotique qui permet de placer des pattes à la place des antennes, où on a une expression supplémentaire ici à un endroit où effectivement le gène ne devrait pas se développer. On a permis l'expression de ce gène Antennapédia. Ici, on a ici donc deux paires d'ailes, donc on a ici des ailes droites, alors que les mouches ont notamment la drosophile qui est une mouche, n'a qu'une paire d'ailes. Et ceci donc est une autre mutation homéotique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu, à partir de mutations homéotiques, expérimentales, former à partir d'un domaine d'un modèle sauvage, donc d'une drosophile sauvage, d'une mouche, on a pu montrer qu'il suffit d'une ou deux mutations pour obtenir des animaux finalement assez différents, donc toujours parmi les insectes une libellule avec deux paires d'ailes, des insectes aptérygotes, des insectes sans ailes, qui vivent dans le sol, ou même un groupe assez différent des insectes, mais avec une origine commune, les péripates, avec un ensemble de segments similaires, disposant chacune de pattes ou de pseudopates. Toujours dans le domaine de ces mutations homéotiques, donc ici des mutations, une surexpression du gène à l'origine de la formation des yeux au niveau ici des pattes. Évidemment, ces yeux ne sont pas fonctionnels et au contraire ici une suppression de son expression avec une mouche qui se développe sans yeux. On a vu que c'est un gène qui est similaire, qui est homologue de certains gènes qu'on retrouve aussi chez la souris ou chez l'humain. Les gènes de développement peuvent aussi être mis en cause quand
il y a une intensité d'expression qui varie et ainsi être à l'origine d'une diversification du vivant. C'est le cas, comme on l'a vu, donc des pinsons de Galapagos qui ont des becs de morphologie différente, un bec plutôt mince et un bec plutôt épais, plutôt gros. Et ceci s'explique tout simplement par l'expression variable d'un gène BMP4 qui va donc pouvoir se développer de façon intensive chez le pinson à gros bec et de façon moins intense chez le pinson à bec plus fin. Ceci va créer donc des becs de formes différentes, de morphologies différentes, comme on le voit dans cette observation en microscopie électronique, ici avec des becs de morphologie différentes liées à la sous-expression ou à la surexpression de ce gène BMP4. Donc les gènes de développement peuvent aussi avoir une durée et une chronologie d'activation différentes, c'est ce qu'on va appeler l'hétérochronie. Je prends un exemple ici concernant le développement donc, des chiens. Le museau des chiens peut être de taille différente, plus ou moins long. On relie ceci à une variation dans l'intensité, dans la durée d'activation des gènes de développement qui permettent la mise en place du museau. Plus la durée va être longue, plus le museau va être long. C'est un cas donc très important, donc qui permet d'expliquer beaucoup de différences entre les espèces. On y reviendra en ce qui concerne donc l'évolution de l'espèce humaine. On a une autre, toujours dans cette catégorie, donc l'hypermorphose qui peut expliquer un certain nombre de choses aussi. Grâce à un retardement de la maturité sexuelle, on peut comme cela retarder l'arrêt de la croissance et donc avoir des êtres vivants qui sont plus longs, plus grands, donc avec des tailles variables et à augmenter par rapport à l'individu qui n'aurait pas subi cette mutation.